Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité sur le miroir de la femme. Cela dit, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption au Niger. Dans une étude réalisée en 2018 par la Halcia, il ressort que le secteur public est le plus touché par la corruption. Face à ce phénomène, suivez plutôt cet élément. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité. Parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration. Ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ceux qui peuvent faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. Retrouvez l'intégralité de son intervention en fin d'édition. 335 briques de cannabis d'un poids de 278 kg et 4 personnes dont 2 Nigériens ont été présentées à la presse hier matin lors d'une cérémonie de présentation de ce réseau transnational de trafic de drogue qui opère entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octrice. Le point avec Aïssa Adamou, à côté Ibrahim Kantama. Au nombre de 4, ces individus dont 2 de nationalité malienne et 2 nigériens ont été interceptés à Niamey, au Niger, transportant 335 briques de cannabis d'un poids de 278,1 kg dans des bus de la même compagnie. En effet, le dimanche 15 janvier 2023, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants recevait une information sur un colis constitué de lits en bois transportés dans un bus de transport voyageurs en provenance de Koumassi, Ghana, susceptible de contenir de la drogue. Un dispositif de surveillance mis en place pour la circonstance a permis d'identifier et de suivre les individus ayant récupéré les premiers colis arrivés à la gare. Ils ont été interpellés au quartier Plateau, puis conduits ici même à Locritis. Il a été retrouvé à l'intérieur 84 briques de cannabis soigneusement dissimulées dans la structure
des 2 lits en bois blanc emballés de matière synthétique. La suite des investigations a permis de saisir le même jour d'autres colis arrivés dans un autre bus de la même compagnie. Au total, ce sont 10 lits suivant le même emballage qui ont été saisis et contenant ces 335 briques de cannabis. Ce mode opératoire révèle un trafic de drogue bien organisé et longtemps entretenu. La drogue a quitté le Ghana, traversé le Togo et le Bénin avant d'arriver ici à Niamey où elle a été saisie. L'essentiel de cette drogue est destiné à Gao, au Mali. Le mode opératoire et l'itinéraire utilisé par les trafiquants démontrent la persistance des défis sécuritaires auxquels font face les pays de la sous-région, en particulier ceux du Sahel. Il s'agit principalement du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée, dont le trafic de drogue constitue la base architecturale. Présent à cette cérémonie consacrant la présentation à la presse de ce réseau transnational de trafic de drogue, le premier substitut du procureur au pôle antiterroriste a d'abord félicité les efforts abattus par l'OCRTIS dans le démantèlement de ce trafic bien organisé. Il s'agit d'un travail laborieux qui a été mené par l'Office central de lutte contre la drogue. Je profite pour effectivement remercier l'octrice par rapport à cet acte qui nous prouve davantage l'effort qu'ils sont en train de déployer pour protéger les citoyens nigériens. Aujourd'hui, la drogue est un problème de santé publique parce qu'il y a beaucoup de victimes. Au niveau du parquet, en tout cas, nous sommes effectivement déterminés comme eux à traquer et à sanctionner pratiquement toutes les personnes qui sont dans le trafic. Beaucoup de dossiers de drogue sont actuellement en train d'être jugés. Et vous pouvez vous informer effectivement des différentes sentences qui ont été rendues. En tout cas, les trafiquants qui sont actuellement détenus sont suffisamment sanctionnés. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le chef de service relations publiques, l'officier Al-Mokhtar Abdoulaye, a saisi l'occasion pour lancer un appel pressant auquel il a martelé qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États en matière d'échange d'informations, de redoubler de vigilance au niveau des différents postes de contrôle et la collaboration de la population doit être accrue. Parlons santé dans cette édition. Les infections vaginales constituent de plus en plus une menace pour la santé des femmes, d'où l'intérêt d'éclairer les femmes sur les causes et les moyens de prévention des infections vaginales. Docteur Kadri Ousmane Maïmouna fait le point. Je m'appelle Kadri Ousmane Maïmouna, je suis médecin généraliste. De façon simplifiée, on parle d'infection vaginale quand il y a un déséquilibre de la flore vaginale. Et c'est quoi cette flore vaginale? C'est un ensemble de micro-organismes et des bonnes bactéries qui sont présentes dans le vagin et qui protègent le vagin contre les infections. Les infections vaginales sont dues à des bactéries, de levures et bien d'autres micro-organismes. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les infections vaginales, il y a des conditions qui augmentent le risque de cette infection. C'est notamment la prise des médicaments, notamment les antibiotiques. Il y a également une variation hormonale, par exemple chez les femmes enceintes. Il y a aussi certaines maladies chroniques comme le diabète, le port des vêtements étroits
les sous-vêtements qui sont fabriqués en matériel synthétique, qui sont donc peu absorbants. Et puis, il y a également le manque d'hygiène, parce que si la sphère vaginale n'est pas maintenue propre, par exemple chez les femmes en cas de menstruation, quand les serviettes, les tampons hygiéniques, quand ça reste longtemps, ça peut augmenter la prolifération des germes pathogènes et donc ça peut accentuer le risque de faire cette infection. Les infections vaginales peuvent se manifester par des prurites, des démangeaisons au niveau du vagin et de la vulve. Il y a également des pertes inhabituelles avec une coloration blanchâtre, jaunâtre parfois, ayant un aspect de lait caillé et prenant une mauvaise odeur. Il y a également des douleurs durant la miction, c'est-à-dire au moment d'uriner, et parfois même des rapports sexuels douloureux. On peut avoir également une rougeur ou une enflure de la vulve. La prévention de cette infection vaginale repose sur l'hygiène et surtout l'hygiène de la sphère vaginale, et ça doit être éduqué dès le bas âge. Par exemple, chez les petites filles, on doit les éduquer à, par exemple, après avoir uriné ou déféqué, d'essuyer d'un mouvement de l'avant vers l'arrière pour éviter le passage des bactéries de l'anus vers le vagin. Oui. Il y a également le fait de porter des habits amples, des sous-vêtements en coton, et d'éviter de prendre des douches vaginales fréquentes. Oui, parce que c'est vrai, l'hygiène c'est bon, mais l'accès d'hygiène aussi peut entraîner cette infection, car en prenant beaucoup de douches vaginales, on peut détruire cette flore vaginale. C'est comme on a l'habitude de le dire, même les bonnes choses peuvent produire à l'excès l'effet inverse de celui désiré. Par exemple, en cas de menstruation, on peut changer 3 à 4 fois par jour les tampons hygiéniques. Changer régulièrement les sous-vêtements et si possible d'avoir des sous-vêtements qui sont uniquement utilisés en cas de menstruation. Le mieux c'est d'avoir des sous-vêtements en coton qui absorbent l'humidité, parce que même l'humidité favorise la survenue de cette infection. Mes recommandations vont d'abord à l'endroit du ministère de la Santé publique et des ONG œuvrant dans ce domaine, qui doivent mettre l'accent sur la sensibilisation de la population, particulièrement les jeunes, dans les écoles, les centres de santé. Ensuite, mes recommandations vont à l'endroit des parents qui doivent maintenir une bonne communication avec leurs enfants adolescents, puisque une bonne communication peut être dans ce sens curative. Et ils ne doivent pas avoir de gêne à parler, à discuter avec leurs enfants sur ces sujets et sur les autres sujets qui touchent au domaine de la sexualité. Toujours à santé dans cette édition, quelles sont les mesures sanitaires à prendre en cette période de froid et de poussière? Le docteur Salifou Taganga répond à cette question. Le fait de se protéger physiquement contre le froid qu'il faut mettre en avant, pour les parents, payer des pullovers qui sont suffisamment fournis, épais, aux enfants, protéger l'extrémité céphalique, la tête des enfants et toutes les extrémités en fait, les mains et les pieds, bien couvrir l'enfant, surtout les nouveau-nés, les nourrissons, les enfants en bas âge qui, ceux-là, surtout les nourrissons, je veux dire avant 2 ans, 6 ans, ont un système immunitaire, même tout l'organisme qui est en devenir de construction, qui n'ont pas
une réactivité suffisante face aux agressions et sont plus vulnérables. Et les personnes âgées également doivent faire partie de ce qui doivent être protégées au maximum. Éviter un suremploi des combustibles du charbon pour se réchauffer, parce que le charbon dégaze du monoxyde de carbone qui peut être nuisible, et il y a même des cas de décès souvent quand les gens en abusent. Savoir qu'il y a des maladies qui se réveillent comme l'asthme chez les personnes âgées et les enfants et ceux qui sont tout simplement atopiques ou allergiques, et savoir s'en protéger, éviter les situations qui les créent, éviter de s'exposer au froid extrême la nuit en dormant pour ceux qui utilisent les ventilateurs, se couvrir la face, le nez pour ne pas s'exposer inutilement. Et d'autres éléments comme l'AVC sont plus fréquents pendant les périodes de froid chez les personnes âgées, et nous verrons peut-être les mesures à prendre pour s'en protéger. Pour la poussière elle-même, la poussière en réalité, il y en a plusieurs types. Et la poussière classique que nous avons là dans la ville, c'est une poussière qui a priori n'a pas de danger aussi aigu qu'une poussière professionnelle, comme ceux qui travaillent dans le bois ou dans le métal, qui sont vraiment soumis au risque d'avoir des cancers ou des pathologies plus graves, enfin beaucoup plus graves. Mais cette poussière elle-même, elle irrite. Elle contient beaucoup de particules qui a priori peuvent irriter. Donc ceux qui ne supportent pas le confinement, qui ont une susceptibilité particulière à la poussière, d'habitude ceux-là doivent éviter de sortir pendant la poussière. Et s'ils sont obligés de sortir à un moment de poussière, ils sont tenus de se couvrir la face, de mettre un masque facial, mais il faut que ce soit un masque qui ne soit pas traité de sorte que il puisse produire des allergies, parce qu'il y a des masques qui sont traités et là ce n'est pas intéressant. Éviter la poussière, c'est le message phare. Ceux qui sont allergiques, éviter la poussière. Ceux qui sont asthmatiques, éviter au maximum la poussière. Et ceux qui sentent que leur asthme se réveille, parce qu'il y a une éducation qu'on a à l'asthmatique, ceux-là savent comment se comporter vis-à-vis d'un asthme qui tend à se réveiller. Ils savent s'ils doivent augmenter leur traitement ou pas. Et les enfants, leurs mères doivent les protéger pendant cette période de poussière, puisque nous avons vu que les enfants sont vulnérables et que l'asthme souvent se déclare, même si la définition n'est pas nette chez l'enfant, mais ça se déclare au bas âge. Et les enfants doivent vraiment être protégés. À l'école, il faut que les enseignants et les encadreurs fassent tout pour ne pas que les enfants, parce qu'il y a des enfants qu'on laisse sortir jouer à la récréation, il faut qu'on les sécurise. S'ils doivent jouer, il faut que ce soit dans un environnement qui épargne de la poussière. Ça, c'est extrêmement important, parce que déjà qu'il y a la période du froid, il y a les virus qui vont être plus parlants, plus agressifs chez les enfants, les virus, je parle de la grippe et même du rhume. Il y a les autres types d'infections bactériennes qui vont être plus parlants chez l'enfant. Il y a l'allergie dont l'asthme dont nous avons parlé. Si la poussière doit s'ajouter à tout cela, quelqu'un par exemple qui a les maladies particulières, en plus des enfants, quelqu'un qui a un cancer du poumon, qui a une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui a une dilatation des bronches, celui-là, il doit faire encore plus attention. Il doit encore plus éviter de s'exposer à la poussière. Et ceux qui ont les maladies, ils savent de quoi on parle. Ceux-là doivent vraiment éviter de sortir. Le message clé, éviter de sortir carrément. Quand c'est obligé, c'est protéger bien la face. Et quand on sent que sa maladie se réveille pour les malades chroniques, ils savent comment moduler leur traitement. Sinon, il faut consulter. Le froid, protection maximale. Les maladies, nous en avons déjà parlé et nous en parlerons encore probablement pour les maladies cardiovasculaires. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée au phénomène de la corruption qui touche notamment le secteur public comme privé. Comme ce qui ressort dans une étude réalisée en 2018 par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Très bonne réception, au revoir. Dans un premier temps, la corruption, pour moi quand même, c'est un fait. On le dit, c'est comme si c'est une maladie, c'est une catastrophe, comme naturelle aussi, qui en réalité est la capacité au fait des êtres humains qui sont en charge de la gestion des biens publics ou des biens privés, qui dans leurs actions, il y a un manque de transparence, de dignité, un manque de redevabilité et un manque d'intégrité. Ce qu'il faut comprendre,
La corruption, c'est tout simplement un manque de transparence, de dignité, de redevabilité, d'intégrité et de professionnalisme dans toute action publique. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité, parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration, ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ceux qui peuvent faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, parmi les causes encore, on a le manque de leadership et de vision éclairée en réalité de nos gouvernants qui en réalité n'ont pas le souci de développement et de transparence et surtout le souci de redevabilité de pouvoir rendre compte au peuple. En plus de ça, il y a le laisser-aller. Le laisser-aller, il y a l'injustice, l'impunité en réalité qui aggrave, surtout l'impunité en réalité qui aggrave la question de la corruption au Niger, parce que les gens vont se dire de toutes les façons, un tel a été coupable de corruption, il n'a pas été puni conformément à la loi, donc moi aussi je veux le faire. Je veux prendre des milliards, faire des transactions et puis en réalité je sais que de toutes les façons je passerai peut-être 1 ou 3 mois à la prison, où il suffit juste en réalité d'adhérer au parti politique qui est au pouvoir, ce qui veut dire que les charges contre moi en réalité sont abandonnées. Et il y a aussi en réalité cette question d'incivisme, en réalité que ce soit des populations eux-mêmes. Il y a aussi l'ignorance en réalité qui est une des causes profondes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas en réalité que la corruption est un délit et aussi est un crime, parce qu'aujourd'hui au niveau international la corruption en réalité est définie comme un crime en réalité et en même temps c'est une violation aux droits humains. Et dans ce cas aussi il y a ce qu'on appelle la corruption forcée qu'on a aujourd'hui au Niger, où la personne ignore que c'est de la corruption, mais c'est tout simplement de l'ignorance parce qu'on l'a forcé à donner quelque chose pour avoir accès à un service public. Donc, nous avons beaucoup de choses en réalité qui sont les causes dans ce pays. Les conséquences sont multiples et multiformes. La première des choses, on est en train de vivre l'une des plus graves conséquences qui est le terrorisme. Parce que la question en réalité de terrorisme, l'une de ses conséquences c'est le terrorisme, parce qu'en réalité, lorsque les institutions et l'impunité, les institutions de la République sont fragilisées, lorsque l'impunité en réalité est devenue monnaie courante dans un pays, ça permettrait en réalité d'avoir des frustrés dans un pays, d'avoir des gens en réalité qui vont essayer de prendre les choses à leur portée et de pouvoir en réalité se radicaliser, parce que c'est un processus. Et de ce processus de radicalisation, ça les amène en réalité à l'extrémisme, et de l'extrémisme à être des terroristes, parce que tout simplement à un moment il y a un fait, ils ont été coupables, ils ont été quand même à un moment biaisés par tout ce qu'on a comme instrument juridique de la base jusqu'au sommet. À part ça, il y a la conséquence économique pour le pays. Ça permettrait en réalité, lorsqu'on regarde parmi ces conséquences, permettre à d'autres personnes de s'enrichir sur le dos du peuple. Ce qui fait en sorte que les personnes qui sont au niveau du pouvoir, en réalité,
vont essayer, un minimum de personnes vont essayer de détourner les fonds publics et laisser le peuple dans la misère et dans la pauvreté. Et la preuve aujourd'hui au Niger, plus de 30% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et en plus de ça, parmi les conséquences en réalité, ça permettrait aussi la délinquance des jeunes et aussi ça réduit l'efficacité des services publics. Et il y a toujours des conséquences en réalité, par exemple, qui ont droit au droit de la vie. Je prends par exemple lorsqu'on donne un contrat de construction d'une route. Goudron par exemple, on dit 10 mètres et que dans ce processus, on décide en réalité, quelqu'un quelque part décide d'enlever 1 mètre de chaque côté. On aura quoi? 8 mètres. Ce qui veut dire que la capacité de la route de pouvoir permettre au nombre de véhicules d'aller et de revenir et de l'espace qui permettrait à 2 véhicules de pouvoir passer sans pouvoir se frotter, cet espace est mis en cause parce que quelque part quelqu'un a fait quelque chose, c'est qui aura des conséquences sur la vie des citoyens. Ou lorsqu'on décide en réalité que le nombre de couches sera de 6, on enlève 2 couches, et vous savez, 2 couches, ou une seule couche, si on l'enlève, c'est des milliards. Sur 50 km, c'est des milliards en réalité. Et lorsqu'on le fait, et là aussi, en réalité, ça permettrait d'avoir d'un peu de temps ce qu'on appelle les nids de poules, les nids d'éléphants, et ce qui va causer aussi des accidents. Dans le domaine de l'éducation, quand on prend parmi ces conséquences, lorsque une classe est mal construite, parce que tout simplement quelque part quelqu'un a pris de l'argent, l'entrepreneur qui a pris le marché est corrompu, les contrôleurs, en réalité le cabinet de contrôle est pris en charge par l'entrepreneur parfois, là ça permettrait aussi d'avoir des classes qui, on dit que ce sont en matériaux définitifs, mais en réalité qui ont des conséquences qui peuvent tomber à n'importe quel moment et qui peuvent en réalité prendre la vie des élèves. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. On peut réduire considérablement la corruption, mais aucun pays à la date d'aujourd'hui n'a pu mettre fin à la corruption. Malgré des pays comme le Singapour qui sont pris en exemple dans le monde, il y a quand même toujours des petits brebis galeuses qu'on peut trouver qui peuvent échapper aussi à la loi. Donc c'est pas facile de mettre fin à la corruption, mais quand même on peut réduire ça de manière considérable. D'abord, la première des choses, à travers le leadership. Le leadership, un leadership visionnaire, ça veut dire que à travers quand même des autorités qui ont dans un premier temps la vision de leur peuple et qui eux aussi en réalité ont le sens de la redevabilité, de l'intégrité et le sens aussi du respect de la démocratie et de l'état de droit. Et en deuxième position, c'est le respect des institutions de la République. Lorsque chaque institution arrive à faire son travail, des institutions aujourd'hui comme la haute autorité à la lutte contre la corruption, lorsqu'ils arrivent à être autonomes, des institutions comme l'autorité de régulation des marchés publics, des institutions comme la Cour des comptes, et aussi même les 3 piliers de la démocratie, par exemple le Parlement, lorsque nos députés, on arrive à avoir des députés intègres au niveau de l'Assemblée, un Parlement redevable, un Parlement transparent, qui n'est pas une caisse de résonance, ça fait en réalité parce que ça permettrait le contrôle des actions du gouvernement. Lorsque la justice devient indépendante, elle permettrait en réalité de pouvoir non seulement lutter contre l'impunité et dans ce cadre-là aussi de pouvoir en réalité sanctionner en fonction de la loi conformément au texte que nous avons. Et ce qu'il faut aussi, il faut que nous arrivions à un moment de disposer en réalité d'une loi anticorruption dans notre pays. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Niger ne dispose pas d'une loi spécifique à la question de la lutte contre la corruption. Il y a quand même un avant-projet
de loi qui a été aussi dans le processus d'élaboration accompagné par l'une des organisations membres du réseau, qui est l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International. Il y a cette question aussi de promotion de l'intégrité et la lutte contre la corruption politique. Lorsqu'on arrive à mettre fin à cela, ça veut dire que dans le processus d'élection, il faut que les citoyens comprennent, c'est là où le bas blesse, que les citoyens comprennent en réalité que le processus d'avoir un dirigeant responsable commence d'abord par nous-mêmes. Il faut d'abord refuser la corruption pendant les élections. Il faut choisir des dirigeants intègres de la commune, des conseillers locaux jusqu'au président de la République. Et ce qui permettrait en réalité d'avoir un processus ou un cadre de gouvernance au niveau national qui permettrait de mieux lutter contre la corruption. L'un des piliers importants, c'est comment mettre notre système éducatif pour que ce système éducatif puisse être au rendez-vous de développement. Et en parlant de système éducatif, il y a quand même les trois volets du système qui doivent se coordonner. D'abord, l'éducation informelle que les familles font en réalité, que pour moi, en réalité, c'est même ça, l'éducation formelle, que chaque parent, en réalité, doit prendre la responsabilité de pouvoir, d'abord, dans sa famille, promouvoir l'intégrité, la redevabilité, être digne, être honnête avec ses enfants et les éduquer sur la bonne voie. Et lorsque chaque parent arrive à mieux éduquer ses enfants, à inculquer ces valeurs-là de transparence et de dignité, et lui-même en réalité qui ne donne pas à ses enfants de l'illicite, parce que nous sommes des musulmans, lorsqu'on donne de l'illicite à des enfants, les enfants vont grandir et seront demain des pires voleurs que nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et il y a la communauté qui contribue à l'éducation des enfants et l'école qui contribue aux instructions, à l'instruction et de pouvoir présenter certaines normes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a la question de la promotion de l'intégrité dans nos services publics. Que ce soit les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, que ce soit la justice, que ce soit dans toutes les administrations jusqu'au niveau municipal, il faut qu'on ait un code d'éthique au niveau de chaque service qui permettrait non seulement à toute personne qui ne respecte pas ces codes d'éthique et de déontologie, qui ne respecte pas ces codes d'intégrité en réalité d'être sanctionné, ce qui permettrait aussi de voir en réalité de faire école à d'autres. Il y a la promotion des valeurs à travers la récompense des personnes en réalité qui sont intègres et aussi à travers leur responsabilisation dans les services, ce qui permettrait à la jeune génération de prendre exemple sur eux, parce que ces gens-là, grâce à des valeurs, grâce qu'ils prônent, ça leur a permis d'être là où ils sont, parce qu'ils respectent non seulement leur profession, ils ont le sens du professionnalisme, le sens de la responsabilité, ils sont redevables et intègres, ce qui permettrait à une nouvelle génération de pouvoir quand même être à la hauteur. Il y a l'implication de tout un chacun. La question de la lutte contre la corruption, ce n'est pas une question seulement de la société civile ou du gouvernement ou de la justice. C'est une question en réalité qui implique non seulement le pouvoir public, en commençant par le chef de l'État qui doit donner l'exemple lui-même d'être intègre, redevable et transparent, et lui aussi qui devrait lutter contre l'impunité même autour de lui. Et il y a aussi les journalistes qui doivent contribuer aussi à cela. Il y a aussi l'implication des étudiants et des entreprises privées qu'on doit impliquer dans cette question de lutte contre la corruption. Donc c'est ensemble la réalité que nous pouvons bannir ce phénomène de notre comportement, et nous devons en réalité mettre l'accent aussi sur la religion, parce que nulle part, dans aucune religion, la corruption n'est tolérée. Et d'ailleurs dans l'islam, Dieu dit: je bannis le corrupteur et le
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.